D'abord, je vous remercie tous d'être présents. C'est pas toujours évident. Alors, je ne sais pas par où commencer parce que c'est un sujet compliqué, complexe, épineux, qui génère des passions. Ma perception de la maladie de Lyme, dans sa forme chronique en tout cas, c'est avant tout une perception d'immunologie. Je pense que c'est une maladie du système immunitaire avant d'être une maladie infectieuse. Et je pense que le malentendu vient de ce que l'on perçoit l'agent infectieux comme étant l'agent exclusif de cette pathologie, alors qu'en fait, on est dans un problème et une problématique inflammatoire chronique avec une forme d'immunodépression. Je pense également qu'il y a une forte prévalence de contamination sexuelle qui n'a jamais été étudiée, alors qu'on retrouve dans les sécrétions vaginales des femmes infectées, c'était publié, on retrouve des borrélies, qui sont des formes de tréponème majeures, puisque une borréliose fait 25 microns environ, dans sa forme flagellée. Un tréponème fait 12 microns, donc la moitié, et on sait que le tréponème pallidum, c'est l'agent infectieux de la syphilis. Il n'y a pas de raison non plus qu'on ne le retrouve pas chez les enfants dont les mères sont porteuses, puisqu'on le retrouve dans le placenta. Et lorsqu'on arrive à faire des sérologies aux enfants, et notamment à un grand nombre d'enfants autistes, on s'aperçoit qu'il y a des traces, et que l'implication dans les formes de l'autisme sont importantes. Je voulais parler de ce point. Je voulais parler de ce point pour plusieurs raisons. D'abord, la perception qu'on a de l'autisme, c'est avant tout une perception liée à une génétique. Probablement le facteur génétique intervient, mais la génétique en 40 ans n'a pas tellement changé. En 1970, on dénombrait en France 5500 enfants atteints d'autisme. Aujourd'hui, toute forme confondue d'autisme, on en est à 730 000. Bon, le facteur génétique en 40 ans, il ne s'est pas modifié. Les conditions de gestation sont plus surveillées aujourd'hui, l'alimentation est meilleure qu'en 70, les facteurs environnementaux sont probablement beaux, mais on peut quand même attribuer ça à une forte prévalence de contamination par un agent infectieux. Ça représente un marché. Ça représente un marché parce que l'autisme en France, c'est une dépense pour la nation, entre les dépenses des familles et les dépenses de l'État, qui avoisinent aujourd'hui les 23 milliards d'euros et qui augmente de 10% par an. Certains psychiatres responsables de centres d'enfants autistes pleurent à corps et à cri pour avoir des aidants. Des aidants qui n'aident pas beaucoup parce qu'on n'offre jamais la possibilité thérapeutique éventuelle de s'occuper du facteur infectieux. Donc on les aide, mais on ne sait pas trop à quoi. Peut-être qu'on les aide à la survie, mais faire des tentatives d'apprentissage à des enfants dont le cerveau est perturbé, éteint par des inflammations chroniques, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est une épreuve pour toutes les familles. Il se trouve qu'un certain nombre de médecins ont pris en charge ces enfants sous l'angle des pathologies infectieuses chroniques et des pathologies infectieuses dites froides. Et un grand nombre d'enfants ont été guéris, améliorés. C'est une piste qu'on devrait explorer. D'autre part, il faut savoir que lorsqu'un psychiatre prend en charge ses enfants dans des centres, même s'il ne les voit pas, il touche 200 € par mois pour en avoir la responsabilité. Donc ça reste un marché pour un certain nombre de personnes.
voulais également parler de l'Alzheimer. Il y a un certain nombre de travaux qui évoquent les pistes infectieuses de l'Alzheimer. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on a 900 000 personnes qui souffrent d'Alzheimer. Les études du professeur Miklosi, qui ont démarré en 2007, qui ont été publiées initialement en 2007, confirmées en 2011, reconfirmées en 2017, qui sont aussi des études d'anatomopathologie sur des cerveaux de patients décédés souffrant d'Alzheimer, avait caractérisé à 90% la présence de borréliose dans le cerveau, et non pas sous la forme de pathogènes infectieux qui vous grignotent quoi que ce soit, mais comme générateur d'inflammation chronique. Donc on est beaucoup plus avec une génération d'inflammation chronique qu'avec un pathogène de nature infectieuse, qui de toute façon n'a pas de tendance proliférative importante, mais qui a une action importante sur notre système immunitaire. Et en réglant le problème du pathogène, en diminuant la prévalence du pathogène, évidemment on diminue l'importance de l'inflammation. Voilà, donc on sait aussi que le bras armé des borrélioses, c'est un type de lymphocyte un peu particulier qui s'appelle le lymphocyte Th17, et que ce Th17 a un rôle important dans la genèse de toutes les maladies auto-immunes. Et donc, évidemment, le lien entre borréliose et maladies auto-immunes a souvent été mis en exergue dans des publications de rhumato, dans des publications de neuro. Il y a une étude de 1988 qui avait été publiée sur la sclérose en plaques, qui montrait qu'il y avait une prévalence de 36% de patients atteints de sclérose en plaques qui effectivement souffraient de borréliose sous-jacente. Pourquoi laisser la main aux infectiologues? On nous tient un discours qui est un discours assez curieux. On parle d'infection. Il n'y a ni abcès, ni collection liquidienne, ni fièvre. S'agit-il réellement d'une infection? Il s'agit plutôt d'un pathogène qui vit à nos dépens, au cœur de nos cellules, qui est incapable de générer ces structures membranaires enzymatiques et l'utilisation des acides aminés, et qui va parasiter nos fonctions cellulaires, également interagir avec nos mitochondries, donc avec les sources d'énergie de la cellule, et à l'échelle d'un être humain, ça a un rôle important au niveau cérébral, au niveau musculaire, avec des conséquences lourdes. C'est un pathogène qui se réplique assez peu, excepté dans certaines conditions. Et lorsqu'on nous parle d'utilisation de doxycline en première intention, voire même dans les formes chroniques, ça semble assez curieux. Les études ont montré que la doxycline ne pénétrait pas dans le cerveau, ne pénétrait pas dans les articulations. Et donc, on est dans un cas de figure où on va donner un médicament qui ne sert à rien. Les monothérapies ont fait la preuve de leur échec, et il y a un grand nombre de publications sur cette thématique, et je l'ai expérimenté comme d'autres médecins l'ont expérimenté. Il me semble que le PNDS qui est proposé est un véritable trompe-l'œil. D'abord, qui va désigner les médecins qui osent s'occuper de certains patients, qui va les désigner aux foudres des infectiologues, des chefs de service, des agrégés, des internes, et qui finalement va nuire à la prise en charge des patients. Les usages d'antibiothérapie sur de courtes durées ont fait la preuve aussi de leurs échecs. Je pense qu'aucun d'entre vous qui est présent aujourd'hui n'a réellement tiré de bénéfice d'une antibiothérapie de 28 jours, et surtout d'une mono-antibiothérapie. Aujourd'hui, on a un certain nombre de médicaments qui sont sur le marché. Ces médicaments, ils ne sont pas de nature innovante. Lorsqu'on a une culture de borréliose, il faut savoir que les borrélies sont très difficiles à cultiver,
dans le monde, il y a moins de 10 équipes qui savent cultiver des borrélioses. Ça se cultive sur du sang de lapin, en suspension. Et les expérimentations qui ont été réalisées montraient que pour détruire les différentes formes présentes dans ces cultures de borréliose, la trithérapie s'imposait. La médecine reste une science expérimentale. On ne peut pas faire fi de l'expérience. Lorsque ça marche dans une boîte de pétri ou dans une suspension, ça peut être une possibilité de marcher chez un être humain. Mais lorsque ça ne marche pas dans une boîte de pétri, on est sûr que ça ne marchera pas chez un être humain. Donc les photos sont prises, je les ai vues, il y a des colorations qui ont été faites par immunofluorescence. Alors, les solutions thérapeutiques qui sont proposées relèvent de l'absurde. Et pour moi, de façon triviale, j'appellerais ça un enfumage. Un certain nombre de médecins ont adhéré, croyant bien faire, à l'idée de ce nouveau PNDS. Non seulement ils s'autodésignent comme étant les victimes d'un système, puisqu'ils le seront, immanquablement, mais aussi, eux-mêmes vont jouer le rôle de l'entrave à une thérapeutique bien conduite. Donc, je suis absolument outré par la nature de ce PNDS. Il faut savoir qu'on nous parle essentiellement d'éthique. J'ai un petit rappel qui ne va pas être très gentil, qui ne va peut-être pas faire l'unanimité. Le professeur Perron, qui est un éminent infectiologue, très en faveur des vaccinations multiples et des préventions, nous parle beaucoup d'éthique. Il était à l'origine de cette fédération française des maladies vectorielles à tiques. On nous rabâche l'éthique par-ci et l'éthique par-là. Et bientôt, on va nous dire, finalement, vous êtes sportif, faites-vous une prévention. La société Valrhena, qui a travaillé sur un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme, va la mettre sur le marché. Ils ont dépensé 35 millions d'euros. Ils estiment que leur bénéfice annuel sera de 850 millions d'euros par an. Je vous rappelle que le professeur Perron était aux manettes lorsqu'on a eu le scandale de la grippe H1N1. Et il était le conseiller de Roselyne Bachelot dans cette curieuse épidémie qui n'en fut pas une réellement. Il se trouve que la directrice marketing de Valrhena s'appelle Mademoiselle Bachelot. Voilà. Elle est Laetitia, elle est apparentée à Roselyne. Donc l'éthique égale vaccination, n'est-ce pas? Ce produit de Valrhena, c'est un remake, amélioré probablement, d'un vaccin Glaxo, qui avait été retiré du marché en 2000. Après avoir généré un grand nombre de maladies auto-immunes et des exacerbations de poussées de Lyme chronique chez des patients qui étaient porteurs de ce pathogène, qui le savaient ou qui l'ignoraient. Voilà ce qu'on nous propose. Donc une récupération par le secteur hospitalier, avec probablement des interprétations erronées de données biologiques et immunologiques. D'autre part, un vaccin miracle. La boucle est bouclée. Les 40 milliards que nous dépensons tous les ans pour les malades d'Alzheimer, dont la prévalence augmente de 10% par an, pour tous nos amis qui souffrent de troubles de la sphère autistique, 23 milliards d'euros, avec une augmentation de 10% par an. Ça va continuer. Ils seront dans les mêmes circuits. Dans le cadre des maladies auto-immunes, il y a une explosion, notamment des scléroses en plaques, dont on sait que 36% de ces scléroses en plaques sont en lien avec la présence de ces borrélioses intracellulaires. Les scléroses latérales amyotrophiques. Le volume de recherche en France n'a rien de choquant. Cette année, c'est 300 000 euros. Voilà.
Le volume de recherche aux États-Unis pour cette année, il est de 200 millions de dollars de dons fédéraux et de 100 millions de dollars de dons privés. Donc 300 millions de dollars. Voilà l'échelle. Oui, je voulais parler des biothérapies, les anti-TNF. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont pu bénéficier d'anti-TNF. Bon. L'accent est toujours mis sur diminuer l'inflammation, sans en chercher la cause et sans traiter les causes. On a le feu au moteur et on met le frein. Ben, il va un moment où le feu est tellement important qu'il y a un échappement. Les anti-TNF ont vu leur part de marché croître de façon assez importante. De ces pathogènes d'infection chronique froide, et en particulier des borrélioses, qui sont la Rolls-Royce de ces pathogènes, dans la genèse de ces maladies auto-immunes. Les traitements sont relativement simples, sont souvent prolongés, sont souvent multiples, ils ont l'air lourds, ils ne le sont pas. Prise en charge de la fatigue chronique, des dysfonctions métaboliques, amélioration des différentes symptomatologies et traitements en profondeur des phénomènes de vascularite ou de dénervation, amélioration des fonctions mitochondriales, et puis élimination progressive, voire douce, si possible complète, mais si ce n'est pas possible, le plus possible de ces pathogènes. Il y a encore un autre enfumage, que je vais aborder de façon très brève, qui consiste à nous parler des tests. Les tests sérologiques, sachez-le, ne sont que des tests de détection. Ils n'ont aucune valeur d'affirmation quant à l'existence ou non d'une maladie. Je vois des patients qui arrivent avec des taux phénoménaux et en fait ils ont des fonctions immunitaires qui fonctionnent extrêmement bien. D'autres patients qui viennent, qui sont démolis, qui ont des sérologies entièrement négatives ou alors avec un tout petit marqueur. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de mémoire immunologique particulière pour ces borrélioses. Et d'ailleurs pour un certain nombre d'autres pathogènes non plus. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, vos taux d'ASLO, qui caractérisent une réaction immunologique au streptocoque, sont à 1200, après tout, c'est normal. C'est absolument pas normal. Les taux devraient être très faibles, voire indétectables. Et si on a des manifestations inflammatoires, articulaires ou cardiaques, eh bien, en traitant, on s'aperçoit que les taux diminuent. Il n'y a pas de mémoire immunologique particulière pour un certain nombre de pathogènes. Et ça, c'est un mythe qui a été inventé assez récemment par un immunologue de 3e catégorie, français, malheureusement. Et donc, le fait de perdurer ce mythe, de faire perdurer ce mythe, permet d'éviter les prises en charge. Vous êtes effectivement porteur, ou vous avez été porteur, vous avez été un sujet contact. Oui, mais je souffre, je vais de plus en plus mal. Non, mais c'est autre chose, vous avez un problème ophtalmo, et puis un problème thyroïdien, et puis en même temps une maladie de Crohn qui s'est réveillée. C'est la faute à pas de chance. Ben non, c'est la faute au TH17. On peut parler dans les maladies auto-immunes, en tout cas, et les maladies inflammatoires chroniques, de pathologie du TH17, les TH17oses. En diminuant ces surstimulations de TH17, on diminue effectivement ces états inflammatoires chroniques. Et pour cela, il faut réduire la présence de ces pathogènes en amont. Je ne vais pas vous faire un cours d'immuno, mais ce sont des maladies à caractère immunitaire. Voilà. Je vous embrasse tous.